Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de faire le tour de la Bretagne en empruntant un chemin de pèlerinage longtemps oublié, le Trobrez. 1500 km de randonnée entre terre et mer, de Saint-Paul-de-Léon au nord jusqu'à Quimper au sud. Arnaud Lampire et Laurine Moureau se sont lancés un défi, faire revivre ce chemin en répertoriant le patrimoine religieux et naturel de ce Compostelle breton. Dans le Morbihan, ils ont rendez-vous au château de Trécesson, au cœur de la forêt de Brocéliande. La nouvelle propriétaire de cette bâtisse du XIVe siècle leur fait découvrir un détail qui en dit beaucoup sur l'histoire bretonne. Ici, vous avez un petit bijou d'architecture du XVe. Et alors, petit détail amusant, ici, dans cette arcade, vous avez deux personnages. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Vous voyez le petit ange avec, bien sûr, son visage, les petites ailes de chaque côté, qui représentent, bien sûr, le bien. Et là, vous avez une espèce de chien, les fesses en l'air. Et donc, ça représente, dans cette position un peu grotesque, le mal. Et en fait, c'est un peu une symbolique avant de rentrer dans la chapelle. Voilà, attention, choisis ton camp, camarade. Le bien d'un côté, le mal. Voilà. Dans les Monts d'Arrée, nous assisterons à la renaissance de la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Ce bâtiment a échappé de peu aux terribles incendies de l'été 2022. Ronan Bouroulec, une star du design et enfant du pays, est chargé de redonner une âme à ce lieu sacré. C'est fou. Des fois, les dessins sont mieux que la réalité. Là, c'est l'inverse. Enfin, ce qui est intéressant, c'est à quel point toutes les textures, toutes les matières se répondent parfaitement. En empruntant le Trobrez, vous découvrirez des enclos paroissiaux uniques en France. Morgane Lebaquet se mobilise aujourd'hui pour leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Guy Millot est très célèbre pour son calvaire, parce que c'est le calvaire le plus monumental qu'on peut trouver dans les enclos paroissiaux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 personnages et 25 scènes qui racontent en fait la vie du Christ, puisque c'est ça l'objectif d'un calvaire, c'est de raconter la vie du Christ pour expliquer sa vie à des gens qui à l'époque n'apprennent ni à lire ni à écrire. Donc on est vraiment dans l'éducation par l'image, la pédagogie, un peu le début du catéchisme finalement. Fatigué par des heures de marche, vous pourrez reprendre des forces en dégustant un kika farce, un plat typique du Nord Finistère. Des racines et des ailes sur les chemins oubliés de Bretagne. C'est un film signé Céline Destève. En Bretagne, un chemin mythique renaît grâce à la ferveur de marcheurs passionnés. Le Trobrez. Pour faire le tour de la Bretagne, il traverse des forêts légendaires, sillonne des côtes peu fréquentées et gravit des collines sacrées. Le Trobrez est un pèlerinage né au Moyen-Âge, mais il a été abandonné au fil des siècles. Dans le nord de la Bretagne, ce chemin longe des rivages paradisiaques. Ah, c'est juste magnifique quand même. Alors là, on a des eaux absolument turquoises. On est loin d'imaginer qu'on survole le Finistère Nord. On a la maison phare de Pontusval qui veille sur les amas rocheux là, depuis des siècles également pour protéger les marins. Arnaud Lampire veut redonner vie à ce chemin oublié. Sur le littoral, le Trobrez se confond parfois avec le sentier des douaniers. Mais ailleurs, le tracé original a disparu et il faut le retrouver. C'est une vraie quête pour moi de redonner ce chemin à la Bretagne, à toutes celles et ceux qui voudront la fréquenter, parce que c'est un chemin qui a été abandonné et là on se le redonne avec des moyens modernes. On en fait une grande itinérance avec tous les services, du balisage, des chemins conventionnés, des hébergements, du transport de bagages. C'est le Compostelle pur beurre en fait. Au Moyen-Âge, le Trobrez faisait le tour de la Bretagne pour relier 7 évêchés et leur cathédrale.
Sur la côte nord, les pèlerins passaient par Saint-Paul-de-Léon, puis faisaient étape à la cathédrale de Tréguier, avant de se diriger vers Saint-Brieuc, puis Saint-Malo. Ensuite, les marcheurs rejoignaient Dol de Bretagne. De nos jours, cette cathédrale abrite les plus anciens vitraux de la région. Claire Babet, maître verrier, doit restaurer un panneau du XIIIe siècle qui a subi les affres du temps. Si on laisse tout, au bout d'un moment, on va avoir un verre qui va exploser en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'il y a une urgence d'intervenir et de le protéger. Après Dol de Bretagne, les pèlerins mettaient le cap vers le sud. Ils passaient par les cathédrales de Vannes, puis celle de Quimper. Dans cet édifice, Soisic Le Goff supervise la création d'une nouvelle cloche, une première pour l'architecte. Je pense que peu d'architectes des bâtiments de France ont l'occasion de vivre ce moment-là. Donc pour moi, c'est une forme de défi, oui, effectivement. Les pèlerins regagnaient ensuite le Nord Finistère et passaient par les monts d'Arrée. En suivant leurs traces, Laetitia et Théophile, un couple de marcheurs, découvrent les richesses insolites du patrimoine naturel de la Bretagne. Elle va tomber. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ce pèlerinage circulaire de 1500 km se terminait à Saint-Paul-de-Léon, sur la côte nord. Sur ce littoral, nous retrouvons Arnaud Lampire, qui poursuit son repérage du Trobreuse depuis les airs. Il veut créer un guide sur ce chemin oublié. Moi, je suis passionné par le Trobreuse parce que c'est le seul chemin en Bretagne qui va vous offrir la mer et la terre. Des histoires littorales et aussi des histoires de la Bretagne plus intérieure. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse des sauts de puce d'éléments patrimoniaux en éléments patrimoniaux et puis qu'on puisse donner un sens à tout ça. Là, aujourd'hui, en fait, on est deux équipes. Hein. Il y a une équipe au sol et une équipe en l'air, hein, de façon à ce qu'on se coordonne bien. On va avoir une colonne de marcheurs avec ma collègue Laurine qui est en tête. Ils ont déjà quand même 10 jours de marche, de repérage dans les pattes. C'est plus confortable en avion, mais on est content de les saluer et de les apercevoir. À l'origine, ce pèlerinage invitait les fidèles à vénérer les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Ces saints auraient débarqué sur ce littoral lors d'une grande migration dans les temps les plus reculés du Moyen-Âge. Au 5e siècle, les anglo-saxons venus du Danemark et du nord de l'Allemagne envahissent la Grande-Bretagne. Fuyant les pillages et les combats, les seigneurs et leurs clans décident de s'exiler. Ils traversent la Manche par bateau et accostent sur les côtes nord de l'Armorique, l'actuelle Bretagne. Parmi ces exilés, des moines importent le christianisme sur cette terre où la religion est l'affaire des druides. Ils fondent des ermitages et convertissent l'ensemble de la population. Parmi eux, Paul Aurélien. Selon la légende, il aurait terrassé un dragon qui terrorisait la population en l'étranglant avec son étole. Une allégorie de la victoire du christianisme sur les cultes païens. Ce moine a fondé un ermitage sur cette île du nord de la Bretagne. Là, on arrive à l'île de Bas, en fait. Hein. Et on imagine bien Paul Aurélien arrivant de l'est de l'île pour se rendre ici à l'extrémité. Et le dragon qui doit ici vivre ses derniers instants avant de sombrer dans la Manche. Ici, il y a 8 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse. C'est-à-dire qu'à marée basse, l'île de Bas, elle multiplie terriblement sa surface. Et autrefois, là, juste sous nos yeux, il y avait un gué, en fait, puisqu'on traversait à pied. Le niveau des mers n'était pas si haut qu'aujourd'hui, et il était plus aisé de traverser. Paul Aurélien aurait lui aussi traversé à pied,
pour rejoindre la cité de Saint-Paul-de-Léon. Au VIe siècle, il y a fondé le premier évêché du Finistère. Là, on survole Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon qui a la caractéristique d'avoir deux monuments vraiment qui sont des joyaux d'architecture. C'est la cathédrale Saint-Paul-Aurélien et le Cresquer. La cathédrale a été construite entre le XIIe et XVIe siècle et le Cresquer, lui, entre le XIVe et XVe siècle. Alors, la cathédrale, monument religieux, le Cresquer, pas du tout. Le Cresquer, c'est le premier hôtel de ville de Saint-Paul-de-Léon, en fait. Arnaud survole la côte de granit rose, très prisée par les marcheurs. Il veut rejoindre la ville de Tréguier. Elle aurait été fondée par un autre moine devenu un saint, Tugdual. Là, on aperçoit le grand clocher de la cathédrale de Tréguier qui a été construite au XIIe siècle. Alors c'est une cathédrale fort symbolique parce que on voit tout à fait ici l'embouchure vers la mer. Et les saints fondateurs, quand ils arrivent, nécessairement, ils arrivent par la mer et ils se posent toujours à un confluent. Donc on voit bien ici le confluent du Jaudier et du Guindy et on s'explique aisément pourquoi la cathédrale de Tréguier a été construite ici, très vraisemblablement sur l'endroit où a vécu Tugdual lui-même. Et à l'intérieur de cette cathédrale, d'ailleurs, il y a le tombeau et les reliques de Tugdual, puisque l'intérêt sur le Trobrez, quand on le faisait au Moyen-Âge, c'était qu'on se rendait sur la relique des saints fondateurs. Et à l'intérieur de la cathédrale, vous trouvez encore une partie des reliques de Tugdual. Après 200 km de repérage sur la côte, Arnaud quitte le littoral pour rejoindre la vallée du Léguer à l'intérieur des terres. Donc là, on vise le château de Tonquedec, parce qu'on imagine des marcheurs qui ont quitté la côte pour rejoindre Tonquedec. De la côte, il y a 2 ou 3 jours de marche. Et quand on arrive en vue de Tonquedec, en fait, on sort de la forêt et on n'imagine pas la beauté de ce joyau qui a été construit entre le XIIe et le XVe siècle, très exactement, par les seigneurs de Quatmine. Et c'est une halte qui nous dit aussi toute une partie de l'histoire de la Bretagne. Après les côtes d'Armor, Arnaud met le cap sur l'Ille-et-Vilaine et la superbe côte d'Émeraude. Il veut rejoindre un autre évêché créé par l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne, Saint Malo. Malo, avant d'être un évêque et un saint breton, c'était un navigateur. Et Malo, avec ses compagnons, ils ont ouvert la voie vers l'Atlantique. Ils sont allés jusqu'aux Canaries et jusqu'à Cuba. Et ils sont revenus ici se poser à Alette, Malo devenant le premier évêque de Saint-Malo. Et on imagine qu'il y a des siècles, à la place de Saint-Malo, il y avait un rocher tout à fait inhospitalier. Personne n'y allait, tout le monde habitait sur Alette, un petit peu plus au sud. Et puis Alette s'est ensablée, donc la population s'est dirigée à coloniser le rocher sur lequel aujourd'hui on a dressé les remparts de Saint-Malo et cette magnifique ville, quoi. Le vol de reconnaissance d'Arnaud s'achève près du Mont Saint-Michel, au lieu de pèlerinage depuis un millénaire. Il arrive à Dol de Bretagne, dernière étape du Trobrez sur la côte nord. Au IXe siècle, Dol était une puissante métropole, grâce à un personnage qui a transformé le destin de la Bretagne. En 831, Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, nomme Nominoé, comte de Vannes. Grâce à lui, l'empereur espère asseoir le pouvoir carolingien en Bretagne, une région instable et divisée. Pendant 10 ans, Nominoé mate plusieurs révoltes. Louis le Pieux l'élève à la dignité de duc pour la Bretagne. Après la mort de l'empereur, Nominoé se retourne contre les Carolingiens et se proclame roi de Bretagne. Il est sacré dans la cathédrale de Dol de Bretagne, qui devient une capitale religieuse indépendante du royaume des Francs. Témoin de la puissance de Dol au Moyen-Âge, la cathédrale Saint-Samson.
À l'intérieur, un patrimoine unique est situé au-dessus du chœur. La maîtresse vitre abrite les plus anciens vitraux de Bretagne. Un chef-d'œuvre des bâtisseurs de l'époque. Le trésor de Dole, c'est entre autres cette verrière qui a des vitraux du XIIIe siècle, parce qu'on a 50% du patrimoine mondial en France, de vitraux anciens, mais il y a aussi plein d'édifices qui ont perdu leurs vitraux d'origine. À Dole, on a quand même cette verrière et celle des transepts qui ont des panneaux du XIIIe siècle, donc c'est un témoin en fait de ce qu'il y avait à l'époque de l'édification de la cathédrale, et donc c'est très important en fait de conserver ces œuvres-là pour l'histoire, et puis pour l'histoire du vitrail aussi. Claire Babet est l'un des plus grands maîtres verriers de France. Elle a pour mission de sauvegarder cet héritage d'une valeur inestimable. Ah, c'est superbe. Ah bah j'adore. On a un très très joli 13e avec des personnages très ouvragés. La table du banquet avec des petites assiettes là, sur lesquelles sont posés les poissons. Les détails aussi minuscules, on peut se dire que de loin, c'est absolument invisible, mais en fait, ça participe vraiment du côté précieux de l'œuvre monumentale. Tout est lié en fait dans le vitrail et tout doit être équilibré. Et chacun sert l'autre. La verrière est composée de 48 panneaux qui relatent la vie de saint Samson, l'un des 7 saints fondateurs. Le moine est représenté traversant la Manche en bateau pour s'installer en Armorique. La réalisation d'une œuvre comme celle-là demandait un investissement financier important. Il y avait une vraie volonté de montrer une certaine puissance économique et d'engagement religieux. Mais le trésor de Dole est en danger et doit être protégé. Claire mène un chantier de restauration qui débute par le transept nord, plus exposé à la pollution et aux intempéries. On voit très bien les panneaux du XIIIe siècle où on a des altérations sur les verres. Donc on a le verre qui est en train de commencer à se décomposer. Donc on a le verre par endroits qui est encore préservé. Et puis on commence à avoir des petits cratères qui vont finir en fait par s'étendre et former des couches en fait d'altération brune. Et donc plus l'altération s'étend et plus elle va s'accélérer. Si on laisse tout, au bout d'un moment, on va avoir un verre qui va exploser en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'il y a une urgence d'intervenir et de le protéger. Ce panneau représente un évêque de Dole qui a marqué l'histoire de la cathédrale, devenue un lieu de pèlerinage. J'enlève les vergettes, hein, Jacques. Au XIIIe siècle, ce puissant seigneur fait édifier les transepts pour accueillir les pèlerins. C'est très émouvant parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant un personnage qui a une personnalité, qui s'affirme, qui a une présence. Et on voit qu'à travers les pièces, on a tous les cratères, la corrosion qu'on a vue à l'extérieur qui assombrissent complètement la lecture de la pièce. Et alors, ça dépend des colorations. Par exemple, sur les pièces plus blanches, on a quelque chose qui est plus discret. Sur les pièces brunes ou les jaunes, on a quelque chose qui est très corrodé. Avant de rendre toute sa prestance à cet évêque bâtisseur, Claire doit démonter le panneau de verre en entier. Une opération compliquée. Le ciment qu'on a tout autour, en fait, là, ce sont les solins qui ont été faits à la dernière restauration. Donc, ils nous ont mis du ciment partout, tout autour des panneaux. Ça rend la dépose assez délicate. Il faut vraiment bien tout dégager. Le risque d'avoir encore du solin de ciment, c'est de faire pression sur les verres, puis de les casser au moment où on veut sortir le panneau, parce qu'il reste un petit bout de ciment quelque part. Et que, comme le ciment est très dur, en fait, il appuie sur le vitrail. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, attends. On va essayer de sortir à droite. Ouais. Ouais, il va sortir. Là. Attends. Ah, il est encore en bas, là. C'est quoi, ça? On a oublié une césure. Non, ça va sortir, là. Mais bon. Voilà.
Ok, je vais. C'est bon? Vas-y, Claire. C'est bon, je peux te le passer? Hop. Ouais. Merci. Je récupère. Voilà, donc ça y est, on a notre évêque de déposer. Et là, on voit très bien les parties anciennes, en fait, qui sont à l'intérieur. Alors, le défi, déjà, ça va être le nettoyage. Parce qu'il faut quand même lui redonner de la lecture. Et là, on est sur des parties quand même très sombres. Des cratères complètement noirs qui donnent le côté grêlé et très, très sombre du visage. Et ensuite, là, la pièce du visage, elle faisait un seul tenant. Elle a été restaurée avec des plombs qui ont été rajoutés, qui sont très concentrés. Donc, on va les enlever, on va recoller. Et du coup, le personnage va retrouver en fait un visage comme à l'origine, avec une belle visibilité de l'ensemble de sa pièce de visage. Pendant 3 mois, la restauratrice va redonner une nouvelle jeunesse à cet évêque qui a vécu il y a 8 siècles. Après Dol de Bretagne, le Trobrez chemine vers le sud, en direction de Vannes. Il passe près de la forêt de Brocéliande. Au Moyen-Âge, ces bois empreints de mystère ont inspiré la légende du roi Arthur. On peut imaginer que les pèlerins croisaient ces menhirs dressés vers le ciel depuis 6500 ans. Là, on a un château, tu sais, pas très loin d'ici, je crois, Trécesson. Ah oui, ça vaut peut-être exact. le coup d'aller faire un petit tour. Oui, ah oui, tout à fait. Là, on peut faire Trécesson. Au cœur de cette forêt légendaire, nous retrouvons Arnaud et Laurine, en quête de monuments méconnus pour leur guide sur le Trobrez. C'est un défi parce qu'on fait une promesse aux marcheurs de la France ou de l'Europe ou plus loin encore. C'est-à-dire de venir faire le tour de la Bretagne pour trouver des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, y compris en Bretagne. Ici, tout le monde connaît la légende de Merlin, le roi Arthur, bon, mais c'est pas ça qu'on recherche. Nous, sur le Trobrez, on est plus intimistes, là. On est plus à la recherche du patrimoine, de l'histoire, de la rencontre avec les gens. Arnaud et Laurine misent sur un joyau médiéval. Et puis avec toutes les douves, là. Magnifique. Ouais. Le château de Trécesson. Il a été bâti au XIVe siècle, loin de la ligne fortifiée qui séparait à l'époque la Bretagne du royaume de France. Ils ont le privilège de visiter ce château privé avec Stéphanie, la nouvelle propriétaire. Bienvenue à Trécesson. Merci de nous accueillir. Oh, quelle magnifique propriété vous avez là. Ah, vous allez nous apprendre plein de choses sur l'architecture de ce château là qu'on ne connaissait pas en fait. Vous êtes sur un château très particulier parce que comme vous le remarquez tout de suite, c'est une construction militaire, médiévale. Or, nous ne sommes pas du tout sur les marches de Bretagne. Non. Et alors, pourquoi ce château tellement caractéristique a été construit ici? Tout simplement parce que Jean Ier de Trécesson, qui donc a fait construire ce château, était le connétable et chambellan du duc de Bretagne, grand ami donc du duc de Bretagne, et il a réussi à avoir une exemption, en fait, une autorisation de construire une bâtisse de type militaire, parce qu'en fait, il aimait ça, tout simplement. Ce château, c'est un gros coup de foudre d'il y a à peine un peu plus d'1 an. Et effectivement, on en est les heureux propriétaires, ou on peut dire les fous en charge de remettre la bâtisse sur des bonnes rails, en fait. Parce que beaucoup de défis. Le château est un peu une belle au bois dormant qui aurait été un peu délaissée pendant plusieurs années. Et il est grand temps de s'en occuper, d'en prendre soin et de réveiller la belle. Merci. La cour du château abrite une surprenante chapelle. Alors ici, vous avez un petit bijou d'architecture du 15e. Et alors, petit détail amusant, ici, dans cette arcade, vous avez 2 personnages. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Vous voyez le petit ange avec, bien sûr, son visage, les petites ailes de chaque côté, qui représentent, bien sûr, le bien. Et là, vous avez une espèce de chien, les fesses en l'air. Et donc, ça représente, dans cette position un peu grotesque, le mal.
Et en fait, c'est un peu une symbolique avant de rentrer dans la chapelle. Voilà, attention, choisis ton camp, camarade, le bien d'un côté, le mal. Voilà. Et passe au milieu. Voilà. Je vous invite à rentrer. Dans cet édifice, le Seigneur et les pèlerins de passage venaient prier les saints bretons. Autre petit détail intéressant, ici, dans cette boîte. Tac. Tout moine qui était mort en odeur de sainteté, qui avait la réputation d'être un saint homme, avait son chef qui était conservé précieusement et mis en démonstration, en exhibition, le long des murs. Et ça, c'est vraiment typiquement breton. Si un saint n'est pas canonisé, normalement, on ne doit pas le mettre dans une chapelle ni dans une église. Voilà, donc là, on a vraiment une version très bretonne des choses. La Bretagne comptait, entre le 5e et le 8e siècle, à l'époque des grandes migrations, pas moins de 7847 saints. Donc c'est vraiment énorme. Mais la plupart, évidemment, n'ont pas été canonisés par l'Église. Et ce sont surtout, finalement, des religieux, des moines, en tout cas des personnes qui, peut-être, menaient une communauté et implantaient un ermitage sur un territoire, qui ont été sanctifiés par la population bretonne après leur mort. Les seigneurs de Trécesson ont vécu dans ce château jusqu'à la Révolution française. Vous êtes dans la chambre du Seigneur. Il profite pleinement de cette double exposition, un endroit très lumineux, agréable à vivre, qui lui permet de contrôler les allées et venues dans le château, très important. Lors des restaurations, Stéphanie a fait une découverte étonnante. Cette salle abrite une prouesse architecturale, une voûte plate. Elle est décorée de fresques du XVIe siècle qui s'inspirent de l'Armide. Ce récit épique raconte les aventures d'un chevalier ensorcelé pendant les croisades. Cette pièce très petite de dimension, avez-vous une idée de ce que ça pouvait être? Aucune, vraiment. Un boudoir? Oui, alors il y a un petit peu de ça, effectivement, un petit côté un peu boudoir. En fait, c'est une ancienne étuve. Alors l'étuve, c'est le sauna en fait que les Romains ont amené en Gaule à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas ces boiseries peintes sur les murs. Et en dessous de nous, il y a deux énormes cuves en pierre de chaque côté qui permettaient en fait d'alimenter la pièce en vapeur d'eau chaude et d'eau froide si on voulait pour se rafraîchir. Donc ici, on a une trappe qui permet de voir l'ancien conduit qui alimentait ces fameuses cuves dont je vous parlais. Donc, je vais vous montrer ça. Cette partie-là est évidemment très ancienne. Vous voyez, on est sur du schiste et du granit. Et cette goulotte en bois qui permettait d'alimenter en eau les fameuses cuves qu'on a sous le sol de chaque côté. Ça date du tout début de la construction de cette aile 15e. En fait, les étuves ont servi vraiment au début dans le haut Moyen-Âge et après, on en perd l'utilité. C'est incroyable de trouver ça dans un château du 15e siècle. Avec le plancher qui a été ajouté. Ce secteur-là est un secteur de prédilection autour de Brocéliande, de la forêt de Pimpon. Bon, et on a un sentier de randonnée qui passe devant. Et nul doute que nous aurons à nous revoir pour que les marcheurs puissent pousser les portes de Trécesson, quoi. Après la forêt de Brocéliande et ses trésors, le Trobrez met le cap sur le sud de la Bretagne. Il passe par Vannes et se poursuit jusqu'à Quimper. Au Moyen-Âge, pour relier les villes, les pèlerins empruntaient les voies romaines, les principales voies de circulation à l'époque. Ils cheminaient de chapelle en chapelle, où ils priaient leur saint patron. Les Bretons faisaient rarement le Trobrez en une seule fois, mais le parcouraient étape par étape. Et chaque tronçon était un périple aventureux. Dans le sud, les pèlerins longeaient le golfe du Morbihan. Puis ils franchissaient la Ria d'Etel et ses eaux dangereuses. Avant de faire étape à l'abri des remparts de Concarneau.
Dans le Finistère Sud, le Trobrez croisait la rivière de l'Audet, qui mène jusqu'à Quimper. Les pèlerins pouvaient apercevoir de loin les hautes flèches de la cathédrale Saint-Corentin, les plus hautes de Bretagne. Son double beffroi abrite un campanile. Mais les cloches lancées à toute volée ont fragilisé la tour nord. Soisic Le Goff, architecte des bâtiments de France, a lancé une campagne de restauration. Première étape, la dépose des cloches. Bonjour messieurs. Bonjour. Les raisons pour lesquelles on arrive à ce chantier aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a des gros problèmes structurels sur le beffroi. Et donc le risque, c'est que, à force de mettre en mouvement cette charpente du beffroi qui est posée délicatement sur des consoles en pierre ou en béton, comme celle-ci, parce qu'on a l'impression que c'est de la pierre, aurait pu tout simplement se désarticuler, faire chuter les cloches qui pèsent pour certaines 1 tonne, et il y en a 4, encore 2 au-dessus de nous, et que ça défonce et le plancher et peut-être un peu plus bas. Soisic a fait appel à une entreprise spécialisée dans l'art campanaire. Ces équilibristes déplacent des instruments de plusieurs centaines de kilos, avec de simples cordes, des chaînes et des poulies. Attends, parce que alors, je vois... Allez, passez, vas-y, détends, Jérémy. Je pense qu'à mon avis, c'est l'autre côté, il va falloir pousser vers moi et après, moi, je la repousse par là, après. Il faudrait qu'Alexis aille de l'autre côté. C'est pas forcément le poids qui est le plus compliqué, c'est la prendre, la déplacer, la descendre. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Ne pas faire tomber la cloche, ne pas la coincer non plus, parce qu'une fois qu'elle est coincée, voilà. Quoi. Puis non, ne rien abîmer surtout. C'est un défi, déjà, descendre délicatement une cloche au vu de son poids et du contexte dans lequel on est, avec des passages étroits, dans des conditions où on ne peut pas amener de machine encombrante. Il y a un risque pour les personnes qui travaillent, il y a un risque évidemment pour les œuvres d'art qu'elles soient altérées. Ça, c'est ma partie de le défendre. Et puis, tout ça a un certain coût, mais c'est pour le patrimoine de tous, puisqu'on est sur un monument historique qui appartient à l'État. Donc c'est vraiment le patrimoine de tout le monde ici dont il est question. Ah, c'est bon ? Ah, il y a des gros trous dedans, ouais. Il est bien amoché là. Très abîmé, ouais. Il y a des couches, en fait. C'est comme s'il y avait plusieurs trucs greffés dessus. C'est bizarre. Ouais, celui-là sera changé dans tous les cas, c'est sûr. Il faut ensuite l'acheminer dans la salle située entre les 2 tours de la cathédrale. Elle rejoint les autres cloches du campanile qui portent tout un nom. Donc là, normalement, j'ai Pia. Voilà, c'est ça, Pia. Je vois le nom. Elle s'appelle Pia. C'est la plus petite. Elle fait quand même 300 bons kilos, un peu plus. Et c'est un si bémol. C'est vraiment considéré comme une personne à part entière, une cloche. Ça a plusieurs valeurs symboliques. Ça chasse les démons loin des édifices religieux. Et ça, c'est une thématique qu'on nous a racontée. Elles portent un nom parce qu'elles sont baptisées vraiment comme un paroissien de la cathédrale. Et puis, elles vivent à travers cette musique qu'elles vont transmettre à travers tout l'édifice. Soisic doit relever un autre défi, la création d'une nouvelle cloche pour enrichir la gamme musicale du campanile.
Dans ce jeu de 4 cloches, à l'occasion de la création du beffroi, on nous a suggéré de créer en fait une des 2 notes qui manquaient sur la gamme. Soit un Ré, soit un La. Donc on a choisi un La un peu plus aigu. Ça va être parmi les plus petites cloches et elle va se situer en fait en termes de taille entre les deux. C'est-à-dire entre les 300 et 500 kilos. Un bel objet de 400 kilos. Elles sont jolies. C'est rare hein, d'être devant et de les voir comme ça, si près, quoi. La création d'une nouvelle cloche dans une cathédrale, c'est un moment exceptionnel. D'abord parce que c'est extrêmement rare. Vous voyez, là, on est en train de fêter les 100 ans. On n'avait pas créé de cloche depuis 100 ans dans cette cathédrale. Je pense que peu d'architectes des bâtiments de France ont l'occasion de vivre ce moment-là. Donc pour moi, c'est une forme de défi, oui, effectivement. Dans 3 mois, Soizic va assister à un événement rare, la naissance de cette cloche dans une fonderie en Savoie. Elle va aussi superviser l'arrivée de l'instrument dans la cathédrale, un moment délicat. Après Quimper, le Trobrez traverse les monts d'Arrée, dans le parc naturel régional d'Armorique. Un territoire qui cache un autre paysage de légende, situé à Huelgoat. Cette forêt abrite un spectaculaire chaos de granit, sculpté par le temps. Laetitia et Théophile arrivent de Lyon. Curieux de sortir des sentiers battus, ils explorent chaque année un nouveau tronçon du Trobrez. Et depuis quelques jours, ils avancent dans les pas des pèlerins. Ça a l'air un peu glissant. C'est un petit peu humide. Hein. Ouais. C'est normal, on est en forêt, hein. Oui. On est en Bretagne. Ils sont accompagnés par Pierre, un guide de la région. Ce granit, à l'origine, il était à l'état liquide, sous la surface terrestre, dans cette partie qu'on appelle le manteau. Et puis, avec tous ces mouvements, il est remonté à la surface et il s'est stabilisé. Et puis, il s'est refroidi. Et le froid va en fait faire des fissures, va couper la roche. Et petit à petit, alors vous voyez, c'est une échelle de des millions d'années, hein, c'est au-delà de notre échelle humaine, et bien ça va former des boules qui vont littéralement tomber les unes sur les autres. Selon les anciennes croyances bretonnes, ces rochers seraient le domaine des elfes et des korrigans. Des mythes où se mêlent l'imaginaire celte et des personnages fabuleux. La légende locale dit que Gargantua, le géant, hein, il est venu ici, il est venu à Huelgoat, il avait faim évidemment. Les Huelgoatins, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, lui ont donné de la bouillie d'avoine. Il n'a pas du tout aimé. Il était tellement en colère, hein, ce Gargantua, qu'il a jeté des cailloux sur Huelgoat. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Alors là, je vous amène au cœur du chaos, au cœur du spectacle. Hein. Magnifique. Hein. Extraordinaire. Hein. Vous avez vu cette mousse? La mousse, c'est les premiers végétaux qui sont apparus sur Terre et à l'origine, ils étaient sous l'eau. Hein. D'accord. Cet environnement très humide accueille des espèces de mousse uniques en France. Vous voyez comme elle se gorge d'eau, hein. C'est moelleux. Hein. C'est très moelleux, oui. On dirait de la moquette presque. Hein. On a envie de s'y asseoir. Hein. Ce genre d'endroit, c'est des lieux qu'on recherche pendant notre voyage parce que c'est comme une quête. On découvre des lieux incroyables. C'est un peu une chasse au trésor, des petits lieux cachés de la Bretagne, dans les terres. Et ça, c'est extraordinaire. On pense toujours à la Bretagne au bord de la mer, mais la Bretagne dans les terres, c'est très très riche. Ouais. Ça va toujours? Ouais, super. Pierre tient à leur faire découvrir le rocher culte de cette forêt. La fameuse roche tremblante. La star de Huelgoat quand même. Hein. Ah oui.
Son poids, c'est 137 tonnes, 7 mètres de long, 3 mètres de haut, 2,80 de large. Donc, effectivement, c'est massif. C'est massif. On a du mal à imaginer qu'elle tremble. Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, parce qu'elle tremble vraiment. Alors, vous allez essayer, hein, vous allez tenter votre chance. Il y a une technique pour y arriver. Il ne faut pas forcément trop de force, mais il faut se mettre au bon endroit. 1, 2, 3. Non. Il a dit pas trop de force, donc normalement il suffirait juste de faire avec un petit doigt, mais à un endroit précis, quoi. S'il y a des gens qui l'ont fait trembler, c'est qu'il y a sûrement une encoche. Moi j'aurais dit peut-être sur le côté là. Regarde, ça fait des formes de fesses un peu. Vas-y, essaie. Moi je peux me mettre à côté si tu veux. Attends, je mets dans ce creux-là. Non, ce creux-là, il est mieux même. Allez. 1, 2. Non, ça marche pas. Bien. Hein. D'abord, bravo d'avoir essayé. Hein. Vraiment, je vais vous montrer l'endroit effectivement qui est le plus facile hein, pour la faire trembler. Alors, je vais me placer ici. C'est pas mal. Hein. Je vais me placer ici, et surtout, je vais mettre le dos bien calé. Vous voyez, je vais caler bien mon dos ici dans la fente contre la roche, et puis je vais plier un peu mes genoux, vous voyez. Et puis en fait, je vais pousser sur les genoux et ça va actionner ce balancier. Hein. En fait, on a une arête granitique de 90 cm. Et ben, je vais actionner ce balancier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va, c'est parti. Allez. Ah ouais. On dit qu'elle va tomber. Ouais. Oh punaise. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Mais ça bouge vraiment, quoi. 137 tonnes, messieurs, dames, vous pourriez applaudir. Ah bah ouais, non, effectivement. C'est dingue. Le lendemain, le Trobrez leur réserve une rencontre encore plus inattendue. Aux confins du Finistère, le chemin traverse les monts d'Arrée, un territoire rude, à la beauté sauvage. Il y a 300 millions d'années, ces montagnes étaient plus hautes que l'Everest, avant d'être érodées par le temps. De nos jours, le roc Trévézel culmine à 385 mètres. Sur le chemin, Laetitia et Théophile assistent à une scène étonnante. Ah, regarde, il y a quelqu'un à cheval. Oh, excellent, on dirait un cow-boy. Regarde, il y a plein de petits veaux. Ah ouais. Ah, regarde, il arrive, il va en chercher une. C'est incroyable. Au beau milieu de la Bretagne, ils se retrouvent en plein Far West. Ah non, on savait pas du tout qu'il y avait des cow-boys en Bretagne. C'est surprenant de voir ça ici, ça fait pas du tout partie du paysage auquel on s'attend. Ouais, c'est assez inattendu, effectivement. C'était pas forcément trop ce qu'on s'attendait à voir en partant ce matin, mais... Ouais, c'est sympathique. Myriam et Sylvain sont des éleveurs bretons, passionnés d'équitation western. Ils déplacent leur troupeau de 115 bovins grâce à leurs chevaux. Excellent. Voilà. Ouais. Ah, c'est super. Bonjour. Bonjour. C'est impressionnant ce que vous faites. Ouais, c'est au millimètre près. Ah oui, bah, c'est ça. effectivement, là, c'est... Il faut jouer avec les différents cerveaux des vaches parce qu'il y a toujours un retardataire et il y a toujours un veau qui se pose la question pourquoi je vais suivre le troupeau alors que je pourrais peut-être aller vers là-bas. Depuis 10 ans, ces cavaliers armoricains vivent leur rêve américain. C'est pas du tout un déguisement, tout a une utilité. C'est-à-dire qu'on porte des chapeaux, pourquoi? Il y a du soleil, donc on a la visière et du coup, on n'a pas le soleil dans les yeux déjà. Ensuite, on a les shings. Les shings, c'est des pièces de cuir qu'on met sur les jambes. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, notre pantalon est complètement recouvert jusqu'aux bottes. Et donc, quand il pleut, l'eau ruisselle. Et avec les franges, ça éclate l'eau et du coup, on n'est pas mouillé. C'est pas du tout du folklore, on n'est pas là pour jouer les cow-boys. Ça a vraiment une utilité, c'est notre outil de travail en fait. Le plaisir d'être un cow-boy armoricain, c'est de vivre dans un espace naturel et
où il n'y a pas beaucoup de maisons en fait finalement. On est un peu dans un no man's land avec personne autour et on arrive quand même à y travailler et à s'épanouir. Mais c'est magnifique, c'est très rude. Mais il y a une beauté, tu te lèves le matin, tu vas faire le tour des bêtes et tous les jours c'est différent et tu t'émerveilles et tous les jours tu te dis waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être là, dans ce lieu-là. Regarde autour de toi, où est-ce que tu peux trouver ça? Tu vois, la nature. Et en fait, en tant qu'agriculteur, on en prend soin. 9 mois sur 12, leurs vaches transhument d'un pâturage à l'autre et se nourrissent de la bruyère des monts d'Arrée. L'intérêt du pâturage, ça permet d'entretenir les milieux et aussi de sauvegarder certaines espèces, que ce soit la faune ou la flore. Et ça évite aussi beaucoup les incendies parce que tu n'as pas de végétation qui part avec des ronces, avec des milieux qui se referment. L'avantage du pâturage, c'est d'entretenir la nature correctement. Nous, c'est une fierté de se dire que grâce à notre agriculture, on arrive à préserver une biodiversité, une faune et une flore. On a un devoir d'entretien, enfin nous c'est comme ça qu'on voit la chose. On a un devoir d'entretien du paysage, on a un devoir de sauvegarde, comme ce qui s'est passé avec les incendies. Le couple d'éleveurs a été traumatisé par les incendies de 2022, comme toute la région. Cet été-là, dans ce parc naturel d'une biodiversité exceptionnelle, plus de 2000 hectares ont été ravagés par les flammes. Les feux ont encerclé la chapelle Saint-Michel de Brasparts, le symbole des monts d'Arrée. Cette chapelle surplombe ce paysage depuis le XVIIe siècle. Elle était une halte pour les pèlerins. Et les paysans y invoquaient l'archange Saint-Michel pour qu'il protège leurs récoltes. Ce mont a toujours été sacré. Dans les temps les plus anciens, il aurait abrité un temple celte dédié au culte du soleil. Un an après les incendies, les Bretons se mobilisent pour redonner une âme à cet édifice miraculé. Parmi eux, Ronan Bouroulec, une star du design connue dans le monde entier, originaire du Finistère. C'est vraiment un paysage tout à fait singulier. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en Bretagne par la hauteur de ce mont et par la beauté stupéfiante de cette nature qui est vraiment extraordinaire. Je suis très attaché à la vue qu'on a de cette chapelle, et cette silhouette très bien définie dans le ciel. Il y a quelque chose de l'ordre d'un conte. Il y a quelque chose de tout à fait fabuleux, extraordinaire. Dans ce chantier de restauration, le designer a pour mission de créer un mobilier liturgique. La position de... Une gageure, malgré son expérience. Car avant les travaux, l'édifice désacralisé était vide. Une simple pierre servait d'autel pour recueillir les offrandes des pèlerins. Ronan doit donc tout réinventer. Bon, si on observe l'état actuel, je pense que le grand changement après la restauration finale, c'est le fait que les murs vont être chaulés. Il y a cet édifice. Il a fait appel à Christophe, un tailleur de pierre, pour l'aider dans son projet. Le travail sur lequel j'aimerais te confronter, c'est ce travail sur l'autel que je vois composé de 2 parties. Je vois une première base, un socle, sur lequel est posé l'autel proprement dit. Et sur ce socle sont fichés la croix qui sera forgée, 3 bougeoirs. Et au fond, une pièce en verre qui est une pièce en verre coulée. Et ensuite, ça sera argenté. Je pense que ça va capter la lumière ambiante et ça va créer presque comme une fenêtre, comme un soleil, comme une lumière en fait. Déjà en croquis comme ça, on a quelque chose de très présent, d'harmonieux, avec des matériaux très primaires et qu'on utilise depuis l'aube des temps, donc c'est très beau. Là, ça fonctionne en tout cas. Ce projet d'art contemporain fonctionne sur le papier et Ronan espère qu'il va bien s'intégrer à ce monument historique.
Je pense que le projet est assez nouveau. Les matériaux employés sont des matériaux premiers, c'est-à-dire c'est le fer et c'est l'acier. Sauf que le traitement qu'on leur donne, la manière dont la taille sera faite, la douceur, la texture, joue un rôle important pour moi. Il faut vraiment apporter un côté assez organique à cet ensemble. C'est la seule manière pour que la greffe prenne entre cet élément contemporain et cet édifice ancien. Le designer est connu pour son style simple et radical. Avec son frère Erwan, il a illuminé le grand escalier du château de Versailles grâce à ce lustre monumental composé de 800 pièces de cristal. Il a aussi dessiné les fontaines du rond-point des Champs-Élysées, mêlant eau, lumière et mouvement. Le talent du designer s'exprime à travers le choix des matériaux. Dans cette carrière de granit réputée, il espère trouver le bloc idéal qui deviendra l'hôtel. Tu disais que cette pierre-là, c'était une pierre qui est considérée, cataloguée comme étant jaune, c'est ça? C'est ça, ouais. Puisque tu as toute l'oxydation là qui apparaît un petit peu, et puis le grain est un peu plus jaune. Mais la plupart des pierres n'intéressent pas Ronan pour son projet. Ça, c'est le nuit celtique. C'est ce que je pense être pas trop mal pour l'hôtel. Christophe tente sa chance avec ce bloc qui a été écarté par les carriers. Là, c'est bien sombre. Plus sombre que le gris qu'ils exploitent actuellement à Huelgoat. Donc c'est un faciès intéressant pour le projet. Et là, donc là, on voit ces marques de ferrite qui donnent cette couleur. C'est ça qui fait l'oxydation. Donc ça, on va essayer de le supprimer à la coupe et garder vraiment que le cœur sombre. Okay. Ça s'appelle des dents de cheval, c'est ça, ouais, les grands feldspaths, c'est des dents de cheval. Ouais. Et après, on a un minéral caractéristique du Huelgoat, c'est la cordierite. C'est-à-dire c'est ces points plus sombres? Voilà, c'est des points plus sombres qui apparaissent un petit peu partout, qui font on sait que c'est du Huelgoat, quoi. D'accord. Il s'appelle le nuit celtique, c'est pas pour rien. C'est parce que quand on la travaille, on a un fond bleu nuit avec tous les feldspats qui forment comme une nuit étoilée, quoi. Et tu vois, selon l'orientation de la lumière, tu as tous les petits micas là qui c'est là aussi brillent, c'est le mica, en effet. Okay. Et ça, tu penses qu'une fois le travail réalisé, cette brillance ou c'est... On l'aura un petit peu, ouais. Okay. Ouais. Cette pièce a cette particularité d'être rare, déjà. Il y en a pas souvent. Et d'avoir une certaine altérité, mais une altérité contrôlée. C'est-à-dire ces petites imperfections qui apparaissent, la vibration, en fait, de la pierre. Je pense que ça fonctionnera très bien dans le projet. Ronan va suivre de près la création du mobilier liturgique de la chapelle par les artisans. Mais après 6 mois de travail, il va avoir quelques doutes. La beauté, c'est un ensemble de détails qui font que les choses fonctionnent. C'est comme dans la cuisine, c'est qu'on peut avoir les meilleurs ingrédients du monde. Si on met trop de sel, à la fin, c'est raté. Après les monts d'Arrée, les pèlerins qui marchaient sur le Trobrez arrivaient au pays de l'or bleu. Les champs de lin. Au XVIe siècle, cette plante était cultivée à grande échelle, car la Bretagne était la première région toilière de France. À cette époque, dans le Finistère, la fabrication de toiles de lin pour les vêtements génère une intense activité économique. De la récolte au tissage, les paysans assurent eux-mêmes toutes les étapes de la transformation. Certains cultivateurs gèrent le commerce des toiles qui transitent par les ports de la région. Leur prospérité est telle qu'ils forment une caste de seigneurs paysans. Morgane Le Baquer se bat pour sauvegarder l'héritage de cette période faste. Au XVIe et XVIIe siècle, on parle d'un âge d'or breton qui est en grande partie dû à la culture du lin.
Ce lin textile qu'on pouvait exporter depuis les ports de Morlaix et Landerneau à nos acheteurs qui étaient l'Angleterre et l'Espagne pour leur clientèle coloniale, qui voulait se vêtir plutôt avec du lin qu'avec des draps de laine anglais pour aller vivre en Amérique du Sud. Et donc cet âge d'or-là a permis à énormément de Bretons, et notamment ici dans le Nord Finistère, de s'enrichir énormément. La fortune de ces marchands de lin a donné naissance à un ensemble architectural unique en France. Les enclos paroissiaux, comme ici à Guimillot. Entouré de son enceinte sacrée, cet enclos est un des plus complets. Il se distingue par une ornementation foisonnante et des éléments d'architecture typiques. Une porte triomphale par laquelle les paroissiens entraient lors des grandes occasions, mariages ou processions religieuses. Une chapelle funéraire où ils priaient pour leurs défunts. Un ossuaire qui recueillait les ossements de tous les villageois, qu'ils soient fortunés ou modestes. Au cœur de l'enclos, un chef-d'œuvre, le calvaire. Guimillot est très célèbre pour son calvaire, parce que c'est le calvaire le plus monumental qu'on peut trouver dans les enclos paroissiaux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 personnages et 25 scènes qui racontent en fait la vie du Christ, puisque c'est ça l'objectif d'un calvaire, c'est de raconter la vie du Christ pour expliquer sa vie à des gens qui à l'époque n'apprennent ni à lire ni à écrire. Donc on est vraiment dans l'éducation par l'image, la pédagogie, un peu le début du catéchisme finalement. Les paysans marchands de lin se réunissaient aussi dans cette enceinte sacrée pour gérer les affaires de la commune. Ce porche sud-là, c'est une caractéristique essentielle à la définition de ce qu'est un enclos paroissial, puisque normalement, les entrées sud dans les églises, ce sont des entrées secondaires. L'entrée principale se fait à l'ouest, donc par le clocher. Et dans les enclos, comme il y a une fonction sociale, de tenue de conseil d'un groupe qu'on appelle les fabriciens, un groupe d'une dizaine d'hommes, on pourrait identifier à l'ancêtre du conseil municipal, par exemple, qui prenait les décisions pour la paroisse, se réunissait sous le porche sud pour être à l'abri du vent et de la pluie, et que ce soit plus agréable pour tenir conseil. Le porche sud, il a une architecture renaissance, avec ce fronton triangulaire dans lequel on peut voir une femme à la poitrine nue, qui est souvent surnommée la Joconde de Guimillot. Elle est attribuée à un des seuls sculpteurs dont le nom nous soit parvenu de l'époque, qui s'appelle Roland Doré. Il y a plusieurs petits détails comme ça dans les enclos paroissiaux, un peu cocasses. On pense que les sculpteurs se sont un peu amusés parfois à ajouter des détails en plus des scènes religieuses. Ces fantaisies audacieuses des sculpteurs étaient très fréquentes à l'époque. Le porche sud de Guimillot est très richement décoré. On a la chance d'avoir les 12 statues des apôtres, ce qui n'est pas le cas partout non plus. Et puis on a plein de décors, on a ces fameuses frises. On voit ici un riche, un croyant et un malade ou un pauvre en tout cas, plus une scène d'exorciste qui montre que voilà, vraiment tout le monde est accueilli dans l'église. Et puis on a des scènes plus rigolotes avec des monstres qui mangent des personnages, des scènes de l'Ancien Testament, ici la naissance d'Ève depuis la côte d'Adam, dans le jardin. On est dans un pays avec énormément de croyances et de légendes, alors qu'ils peuvent venir d'anciennes religions comme la religion celte. Donc on est quand même sur un peuple qui a un imaginaire déjà très développé, très croyant, donc qui va absorber la religion catholique avec ferveur, d'où la construction de ces enclos paroissiaux-là, mais sans laisser tomber toutes les légendes et ce qui existait auparavant. D'où ces monstres, ces sirènes, ces figures fantastiques. Ce qu'on remarque à l'intérieur de l'église de Guimillot, c'est la profusion des décors propres aux enclos paroissiaux, avec énormément de décors du XVIIe siècle en bois de chêne, comme cette chaire à prêcher qui est richement décorée et qui a été sculptée par des sculpteurs locaux, parce qu'on avait les savoir-faire sur le territoire, donc énormément d'ateliers d'artistes, des sculpteurs sur pierre, des sculpteurs sur bois, des brodeurs, on a les savoir-faire sur place. Les cultivateurs de lin se sont offerts un autre joyau, un orgue sculpté par les artisans de Louis XIV. Morgane œuvre pour faire inscrire les enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle se bat aux côtés de Vincent Granic, chargé du dossier de candidature.
On y va? Allez, c'est parti. Ils doivent s'assurer que le patrimoine de tous les enclos est en bon état. Près de Guimillot, Morgane et Vincent suivent de près le chantier de l'église de Pléberchrist. L'édifice est orné de 5 retables de style baroque. Mais le plus ancien, qui date du XVIIIe siècle, a été endommagé par une infiltration d'eau. Une opération de sauvetage a lieu en atelier. Des ébénistes ont déjà restauré les boiseries. Ils ont recréé le gradin central qui avait totalement disparu. Ces restauratrices doivent à présent redonner une cohérence aux polychromies et aux dorures très abîmées. L'état de dorure actuel est lié à sans doute une restauration un peu hâtive des années 70. On est venu nettoyer sans doute avec des produits un peu agressifs. Et donc on a des pertes de matière, une dorure usée en surface. Là, l'objectif, c'est de cacher un peu tout ça afin de retrouver un ensemble harmonieux qui va servir de modèle pour la restitution de ce grand ensemble entièrement refait par les restaurateurs ébénistes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à quelle étape, là? Vous en êtes où? Nous sommes en train de restaurer les panneaux conservés. Vous avez des sources d'archives, des photos anciennes peut-être pour avoir des traces de polychromie? Oui, on a des photos d'archives qui nous permettent de savoir un peu comment étaient situées les polychromies et l'alternance des couleurs sur l'ensemble des gradins. Là, vous voyez, si on prend cet exemple, on va venir restituer les fonds selon... Le fond, c'est faux marbre, c'est ça? C'est un faux marbre vert clair. Ah oui, à l'identique de celui-ci. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, on a déjà l'exemple de ce qu'on va pouvoir restituer de ce côté-ci. Et sur toutes les parties en bois brut, on va venir poser des couches de préparation superposées pour venir après poser, nous, notre polychromie et nos dorures. Morgane et Vincent espèrent que cette restauration va appuyer le dossier de candidature au patrimoine de l'UNESCO. S'engager dans une candidature, c'est s'engager dans la conservation de ce patrimoine. Donc voir que la restauration elle est en cours, c'est un bon point pour cette candidature parce que ça prouve, ça démontre l'engagement des collectivités pour la conservation, pour l'humanité de ces éléments de patrimoine. Et donc voir des éléments déjà restaurés ou en cours de restauration peut appuyer le bien fondé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Mais pour convaincre l'UNESCO, il faut aussi prouver la valeur universelle de ce patrimoine local. Morgane et Vincent vont enquêter sur les influences artistiques de l'époque. Sur un retable, un indice va les mettre sur les traces d'un grand maître de la peinture. Après les enclos paroissiaux, le Trobrez remonte vers le nord pour retrouver les sublimes rivages du Finistère. Le chemin longe la baie de Morlaix et ses magnifiques îles. Sur cette côte, les pèlerins passaient par Saint-Jean-du-Doigt. Une étape importante pour Arnaud et Laurine, qui rouvrent ce chemin oublié. Ce matin, ils marchent sur les pas de la plus célèbre pèlerine du Trobrez, Anne de Bretagne. On sait que la duchesse Anne, qui était aussi reine de France, s'y est arrêtée lors de son Trobrez en 1505. Elle était accompagnée de toute sa cour et elle souhaitait approcher la relique de Saint Jean-Baptiste qui se trouve dans l'église de Saint-Jean-du-Doigt qu'on aperçoit juste là-bas. À l'époque, Anne de Bretagne est aussi reine de France depuis son mariage avec Louis XII. Mais elle ne parvient pas à lui donner un héritier. Pour invoquer les saints bretons,
elle quitte Blois et entreprend un pèlerinage sur ces terres. Depuis Nantes, elle suit le Trobreuse jusqu'à Quimper, puis la Côte-Nord. Mais elle ne finit pas la boucle, car elle est rappelée par le roi malade, qui la réclame à son chevet. À Saint-Jean-du-Doigt, lors de son Trobreuse, la duchesse Anne aurait été miraculeusement soignée grâce à une relique. Une fois par an, cette relique est présentée aux fidèles lors d'une célébration, le pardon. Arnaud et Laurine sont venus assister à cette fête très vivante en Bretagne, où se mêlent religion chrétienne et culte païen. Dans ce reliquaire se trouve le trésor de la paroisse, le doigt de Saint Jean-Baptiste, réputé miraculeux. Anne de Bretagne, quand elle fait son Trobreuse en 1505, elle arrive à Morlaix. Et arrivée à Morlaix, la pauvre duchesse Anne, toute duchesse qu'elle est, elle perd la vue. Et son entourage est très inquiet, ses médecins sont très inquiets. Et ils se souviennent tous qu'ici, à Saint-Jean-du-Doigt, il y a le fameux index de Saint-Jean le Baptiste, qui est là depuis des siècles. Et il paraît que l'index de Saint-Jean le Baptiste guérit de la cécité. Elle arrive à Saint-Jean-du-Doigt et on lui impose le doigt du Baptiste sur les yeux. Et bien sûr, Anne de Bretagne recouvre la vue. En remerciement, la duchesse Anne a offert à la paroisse ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie de la Renaissance. Un calice en vermeil. Point d'orgue de la fête du pardon, le tantad. Un feu de joie qui annonce le solstice d'été. Quand on fait le Trobreuse, on met dans ses semelles tous ces éléments du patrimoine qu'il y a en Bretagne, mais aussi tout ce patrimoine immatériel. Et le pardon en est un bel exemple. C'est une belle collection, une belle superposition, et chacun peut prendre les éléments qu'il souhaite dans l'histoire bretonne qui est la sienne, qui a été une histoire druidique, une histoire de symboles chrétiens. Et dans ce feu-là, il y a aussi toute l'espérance du marcheur qui a envie de cramer en lui tout le poids des choses qu'il porte de façon un peu difficile et qu'il va laisser sur le chemin. Après Saint-Jean-du-Doigt, Arnaud et Laurine vont repérer un tronçon de 200 km à travers le Trégor, puis le pays de Saint-Malo. Il commence par Plouat, où le chemin longe les plus hautes falaises de Bretagne et surplombe une succession de criques sauvages. Dans ce secteur, ils doivent mener une enquête historique pour retrouver le parcours des pèlerins. Ben voilà, Saint-Jacques-en-Trémévin. Elle est imposante quand même. Très. Et je pense qu'on distingue le calvaire, la chapelle. En Bretagne, c'est toujours à peu près la même chose. Cette chapelle est située sur l'une des routes de pèlerinage qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-Âge, elle aurait aussi accueilli des pèlerins du Trobreuse. L'avantage pour les pèlerins qui cheminaient de chapelle en chapelle, c'est qu'ici, il y avait des foires. Il y avait la foire du Goëlo, 4 fois dans l'année, tout autour de la chapelle Saint-Jacques-en-Trémévin. Et les pèlerins pouvaient non seulement faire leur dévotion à leur saint patron, mais ils faisaient leurs courses aussi. Et on imagine des lieux d'hébergement, des lieux de halte. Cet édifice, mélange d'architecture romane et de gothique flamboyant, a connu de multiples restaurations, financées grâce aux dons des pèlerins.
On imagine aisément des centaines de pèlerins du Trobrez s'arrêtant ici. Parce que quand on regarde la majesté de ce monument, on n'élève pas un monument comme ça pour rien. Il y avait des seigneurs locaux ici qui ont commandé la construction de cette chapelle au retour de leur croisade. Mais c'est parce qu'il y avait des pèlerins en nombre qu'il fallait édifier. Donc nous, quand on fabrique un chemin, quand on le reconstruit, ce sont vers ces lieux-là qu'on se dirige. Parce qu'on sait qu'ils sont chargés de cette histoire pèlerine. Les marcheurs, quand ils arrivent ici à Saint-Jacques-en-Trémévin, ils rentrent dans la chapelle, ils ont leur journée de marche derrière eux, ils viennent s'agenouiller ici parce qu'ils déposent en fait tout ce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes pendant la journée. Et puis ici, on a la statue de Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est le patron des voyageurs, des marcheurs. Et pour un pèlerin, Saint-Jacques, ça dit tout en fait. Ça dit qu'on est capable de sortir de chez soi comme on sort de soi-même sur le chemin pour arriver à un but que parfois on ignore, quoi. Les pèlerins ne rejettent pas les rituels païens vivaces en Bretagne. Les fontaines, lieux de culte druidique, deviennent une étape incontournable. Les fontaines, elles sont sacrées en Bretagne. Et les marcheurs qui venaient ici trempaient leurs pieds souvent pour soigner leur rhumatisme, dit-on. On a souvent des fontaines miraculeuses partout à côté des chapelles ou des églises. Ces fontaines, elles pouvaient soigner probablement les ampoules, les rhumatismes, en tout cas tous les petits bobos qu'on était amenés à rencontrer en effectuant de longs kilomètres, comme sur les pèlerinages. On reprend la route ? Un peu plus loin, les deux marcheurs entrent à l'intérieur des terres pour rejoindre Corsol. Mais leur enquête historique se complique. Dans ce secteur, le tracé du chemin s'est perdu. Donc il faudrait qu'on se rapproche le plus possible là, des voies romaines. Alors on sait que la voie romaine, elle passait ici. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la voie romaine, là, c'est la départementale par laquelle on est arrivé tout à l'heure. Donc impraticable avec la fréquentation. Et puis, il n'y a rien à voir, il y a du trafic. Ouais. Alors ici, la difficulté, c'est qu'on recherche l'itinéraire le plus historique qui aurait été celui du Trobrez, sur ce secteur. Et on sait très bien que les marcheurs sur le Trobrez, depuis des siècles, empruntaient les voies romaines. Mais les voies romaines, aujourd'hui, elles sont sous les routes départementales. Donc pour ne pas trahir l'historicité du chemin, tout en donnant aux marcheurs un chemin qui soit intéressant et plein de patrimoine, il nous faut à chaque fois chercher des chemins un peu parallèles, quoi. Malgré cet écueil, ils veulent repérer un monument religieux inattendu. Waouh, incroyable. Tu sais combien de mètres il mesurait à l'origine? On imagine 22 mètres. Il reste aujourd'hui 10 mètres 30. Donc vraiment, c'était un monument vraiment exceptionnel. Ici, le plus grand temple romain à l'ouest de la Bretagne. C'était Rome ici, en fait. Voilà. Perdu au milieu de rien, quoi. Ce sanctuaire, étendu sur une superficie de plus d'1 hectare, était un des plus vastes de la Gaule. Il a été érigé lors de la colonisation de la Bretagne par les Romains. En 55 avant Jésus-Christ, Jules César décide de conquérir l'Armorique. Il envoie plusieurs légions combattre les Celtes, de redoutables guerriers. Mais après la victoire de Rome sur Vercingétorix, la Gaule se soumet à la Pax Romana. Un siècle plus tard, l'empereur Auguste fait construire les voies romaines pour relier les provinces de l'Empire à Rome. Il édifie des monuments, comme ce temple de Mars. C'est vraiment un temple monumental, entièrement dédié à Mars, avec une forme octogonale. La celle-là, qui était vraiment ici le cœur du temple, au milieu de laquelle il y avait la statue divinisée de Mars, en fait. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce que tout autour, il y avait 1 chapelle, 2 chapelles, 3 chapelles, 4 chapelles, et puis des vestibules à l'entrée, certainement pour préparer les processions, pour accueillir les visiteurs. Et tout ça en toge romaine, comme si on était sur le Capitole. Ce temple n'a pas été posé ici par hasard, c'est aussi parce que les Romains, en arrivant en Armorique, installent leur temple sur un croisement de voies romaines. On était vraiment sur des nœuds de circulation, mais que les Gaulois avaient déjà construit avant les voies romaines. Les Gaulois ne vivaient pas dans des forêts fermées, ils circulaient, ils faisaient du commerce. Il y avait déjà une activité que les Romains ont su reprendre à leur compte et développer.
Arnaud et Laurine ont déjà repéré les 2/3 de l'itinéraire. Il leur reste encore 300 km de chemin à ouvrir. Maintenant, le chemin, c'est un cadeau offert, hein, donc il faut que les marcheurs s'en saisissent et que ça devienne le leur aussi, quoi. Au même moment, les plus anciens vitraux de Bretagne sont en cours de restauration et mobilisent toute une équipe. Pour Claire Babet, le maître verrier, la sauvegarde de l'évêque du XIIIe siècle est un immense défi. Le visage du personnage est noirci par la corrosion, la pollution et l'air marin. Après plusieurs applications de différents produits, Claire parvient peu à peu à lui redonner de la lumière. On voit qu'après nettoyage, il a repris un visage beaucoup plus lisible. Il a bonne mine. C'est satisfaisant. J'adore leur redonner vraiment leur visage au plus proche de l'origine. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est plutôt la fraîcheur de leur expression et de leur représentation. On a vraiment l'impression d'avoir un personnage vivant, entre guillemets, avec sa personnalité. Il a un petit air étonné, les cheveux au vent. Enfin, voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est découvrir à chaque fois des visages du XIIIe siècle qui m'ont l'air quasiment contemporains de moi. Enfin, je me sens complètement en lien avec eux, quoi. Et ça, j'adore. Mais Claire doit résoudre un autre problème. Le visage de l'évêque est balafré par d'épaisses marques noires. Dans le visage qui était de cette taille-là au départ, on a des plombs qui ont été rajoutés au cours des restaurations parce que le verre était cassé. Et donc, on a ce qu'on appelle des plombs de casse qui viennent assembler les fragments et qui donnent une image complètement fragmentaire du visage du personnage. Et c'est là-dessus qu'on va intervenir en supprimant les plombs de casse et en faisant des collages à la place. Claire doit dessertir tout le panneau, pièce par pièce. Le dessertissage, ouais, c'est toujours un moment délicat parce que y a des risques de casse de verre, puisqu'on force un petit peu sur le réseau de plomb et les pièces peuvent être très mastiquées, c'est-à-dire collées quasiment au plomb grâce au mastic, et donc il faut y aller tout doucement. Notre mission, c'est de restaurer, donc si on fait une casse, bien sûr, on va la réparer. Mais l'intérêt, c'est quand même de ne pas dégrader l'œuvre qui nous est confiée. Donc, toutes les opérations en fait, qu'on va mener, il faut les faire avec beaucoup de délicatesse. Alors, est-ce que tu bouges? Non, toujours pas, ce serait trop simple. Alors, par où j'attaque? La suite. Il va venir. Désolée, je parle à mon panneau. Je sais, tu viens. Yeah. Là, voilà, le col entier. Ouh. On va pouvoir sortir la première partie du visage, qui va sortir beaucoup plus vite, du coup. Là, j'ai le reste de la bouche, qui devrait pas trop tarder à venir. Ah, impeccable. Là, voilà. Et la petite dernière qui va venir parfaitement s'insérer. Ce qui est plutôt bien, en fait, maintenant, une fois que c'est démonté, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de collage bord à bord, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas enlevé de matière. On voit qu'il y a des casses bord à bord et qu'on peut reconstituer le visage comme ça en repositionnant les pièces exactement à leur emplacement. Et puis ensuite, on a la bouche que j'ai commencé à coller, le cou. Donc, on va pouvoir reconstituer tout ça. Alors, du coup, il te reste des trucs à faire dessus, là? Je finis le dernier collage. Il faut juste attendre que celui-ci sèche, mais je pourrais commencer le montage
En attendant. Ce verrier restaure une autre partie représentant le corps de l'évêque grâce à une technique appelée Tiffany. On avait des endroits en fait où on avait des manques. Et donc on a créé des toutes petites pièces peintes qui viennent boucher les manques. Et donc pour assembler les fragments anciens avec les pièces qui sont neuves, on pose un Tiffany, c'est-à-dire un petit cuivre autocollant qui va se mettre sur la tranche du verre. Et ensuite on va souder à l'étain ce Tiffany, ce qui va permettre en fait d'assembler les fragments entre eux et surtout d'identifier les fragments d'origine différente. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de collage entre des fragments d'origine différente. Il est important de ne pas faire une restitution totalement illusionniste, de se faire plaisir soi-même pour avoir un panneau parfaitement remonté. Il est aussi très important d'un point de vue historique de marquer les différentes restaurations parce qu'elles font partie de l'histoire du vitrail. Tu as vu les traces de peintre qu'on voit partout en lumière rasante maintenant que c'est nettoyé? Ouais, je me demandais ce que c'était du coup. On a une sorte de V avec une petite vague devant et on va la retrouver un peu partout sur les pièces importantes. C'est une sorte de signature qui est probablement en fait la signature du peintre. Il devait marquer ses pièces en fait pour pouvoir se faire payer à la pièce. Trouver ce genre de marque, c'est toujours émouvant parce que on imagine presque le peintre en fait qui a peint ses pièces il y a plus de 8 siècles. Hein. Ça permet de réaliser qu'on a un être humain derrière qui avait une grande dextérité et qui maîtrisait parfaitement son art et qui était un de nos ancêtres verriers, quoi. Voilà, c'est un ancêtre. 2 mois plus tard, la cathédrale de Dol de Bretagne est sur le point de retrouver une de ses pièces maîtresses. Claire a fini de restaurer l'évêque. Reste à observer en pleine lumière ce visage devenu familier. Moi, je suis très contente de mon évêque. Il a un bon regard. Il a quand même retrouvé une belle lecture. Et c'est vrai que ça, dans l'atelier, on n'a pas la même lumière. Donc on se demande toujours si ça va être assez nettoyé, assez clair. On a retrouvé vraiment un visage 13e très lisible. Et ça, c'est quand même très satisfaisant. C'est sûr que c'est un privilège de restaurer des œuvres comme ça, de les fréquenter. On peut toucher des verres qui ont 8 siècles, on voit le travail des verriers d'avant, on en prend soin, on le respecte, bien sûr, on le transmet. On est très privilégié de pouvoir profiter de ça. Nous quittons la Bretagne pour la Haute-Savoie. Sur les rives du lac d'Annecy va s'écrire une nouvelle page de l'histoire de la cathédrale de Quimper. Dans cette fonderie, spécialisée dans la fabrication d'un instrument sacré. C'est le grand jour pour Soisic, l'architecte, qui va enfin assister à la naissance de la cloche Marie Corentin. Voilà, David est en train de préparer les éléments décoratifs faits par les artistes et on le voit couler de la cire d'abeille sur cet élément décoratif qu'on va refroidir. Ce décor d'ange ornera la future cloche de Quimper, grâce à la technique de la cire perdue. Ça, c'est un procédé qui existe depuis la préhistoire. Hein, quand les premiers objets ont été fondus, c'était en technique de la cire perdue. J'ai vu la conception du dessin, on était en groupe de travail et on a travaillé sur des dessins à la main. Comment ils ont fait pour reproduire aussi fidèlement le dessin? On a scanné le dessin réalisé par l'artiste et on va utiliser une technologie d'impression 3D pour le sortir à partir d'un plâtre de fonderie qui a été durci. Donc si vous touchez le matériau, voilà, ce plâtre a été durci par des procédés de polymérisation et on va reproduire en creux et en relief et à l'envers le motif qu'a réalisé l'artiste. L'effigie de Saint-Corentin, l'un des 7 saints du Trobrez, a été choisi par Soisic. C'est un moment exceptionnel. D'abord, pour moi, c'est tout nouveau. J'apprends tout en matière de cloche. On pense savoir, mais là, en arrivant dans cette entreprise, et particulièrement dans cet atelier, je découvre vraiment la technique traditionnelle. Et puis, c'est magique, parce que le dessin
qu'on a conçu en réunion de travail à Quimper se retrouve ici, comme par magie, reproduit en cire d'abeille. C'est émouvant, vraiment. Une fois découpé, le décor en cire est appliqué sur un support. Cette image va ensuite s'imprimer sur le moule en argile de la future cloche, avant que le métal soit fondu à l'intérieur. Pour couler la cloche, les fondeurs doivent chauffer des lingots de bronze, un mélange de cuivre et d'étain, dans un four à 1120 degrés. Pour la cloche de Marie Corentin, on a un four de 600 kg, donc une capacité qui est supérieure au poids de la cloche. Le four est en train de monter en température le bronze. Depuis combien de temps ça monte? On a allumé il y a environ 4 heures maintenant. Et vous voyez un peu cette flamme verte dans les parties supérieures. C'est l'oxydation du cuivre qui donne cette couleur verte. On va maintenant traiter le métal en injectant de l'azote gazeux qui va provoquer le brassage du métal et faire remonter les impuretés pour que ce bronze soit vraiment prêt. C'est un peu comme la crème du lait, c'est un peu comme une recette de cuisine. Mais avant de couler la cloche de Quimper, le maître fondeur doit prélever un échantillon pour s'assurer de la qualité du bronze. Une étape essentielle pour éviter le moindre défaut. Je vais polir un endroit pour qu'on se rende compte de la couleur du bronze. Là, il est parfait. On peut partir pour couler la cloche de Quimper. Le bronze en fusion est transféré dans la poche de coulée. Une opération dangereuse, réglée au millimètre par le maître fondeur. Le métal liquide est ensuite versé dans le moule de la cloche, protégé par un coffrage en acier. Après 6 mois de gestation et 40 secondes de coulée, la cloche Marie Corentin vient de naître. C'est un grand moment, là. On est dans le point d'orgue de la création de la cloche. Il y a beaucoup d'émotions, parce que d'abord, pour moi, c'est une première. Et puis, c'est un temps fort. On est vraiment sur la naissance d'une cloche. On la considère comme une personne, on lui donne un nom, on va la baptiser. Et elle va retrouver, en fait, ses sœurs, les 4 cloches du beffroi nord de la cathédrale. Et on a très hâte de ce grand moment. 3 mois plus tard, nous retournons en Bretagne pour rejoindre le Finistère Sud et ses côtes découpées. La cathédrale de Quimper s'apprête à résonner comme jamais grâce à une gamme musicale enrichie d'une nouvelle note. Ce matin, Swazik doit superviser la dernière étape de ce chantier exceptionnel. La levée de la nouvelle cloche jusqu'au beffroi. Marie Corentin vient d'arriver de Haute-Savoie, parée de ses atours. Mais l'opération s'annonce périlleuse. La cloche doit passer par un oculus, une trappe cachée dans le plafond d'une chapelle. Elle est située juste au-dessus de précieuses statues du 19e siècle. C'est la chapelle où se trouve un ensemble statuaire qui s'appelle la mise au tombeau. Derrière la cloche, il y a un Christ couché. C'est un ensemble sculptural qui est en terre cuite. Et donc, il faut le restaurer, il est abîmé. Il ne faudrait pas que la cloche oscille pendant sa montée et qu'elle bute.
et arrache peut-être une tête ou une main. Et ce serait dommage. Jérémy, tu es prêt? Stylé. L'instrument de 450 kg doit être acheminé jusqu'au clocher, à 30 mètres de haut. Elle oscille un petit peu, là. Ça y est, elle a passé le palier, je crois que c'est bon. Maintenant, c'est une affaire de cloche dans le clocher. Bon, tout se passe bien, c'est très bien. Attention, la chaînette qui va tomber au droit des sculptures, voilà là là. Elle est vraiment passée à 2 cm de la main de la sculpture. Vas-y, Jérémy. Encore, pas tranquille. Attends. Allez, vas-y. Marie Corentin est arrivée en haut de la tour sud qui abrite les bourdons. Il faut à présent la déplacer jusqu'à la salle où l'attendent les autres cloches. Mais avant, Soisic tient à vérifier un élément essentiel. Encore un petit coup. On se rend compte que c'est une note qui traverse l'instrument. Et il y a plusieurs notes dans la cloche. Et on entend en fait cette vibration, puis ça résonne. Et puis là, elle continue à vibrer. Là, vous l'entendez peut-être plus, mais en la touchant, en fait, ça continue très très longtemps à vibrer. Non, c'est impressionnant. Puis c'est une note d'une clarté. C'est très très beau, quoi. Très émouvant. Cette cloche va retrouver ses sœurs, ses petites et ses grandes sœurs. Voilà. Comme une personne, dans une famille. Alors que ce chantier s'achève à Quimper, les artisans s'activent pour restaurer la chapelle Saint-Michel dans les Monts d'Arrée. Un an après les incendies, ce lieu sacré mobilise tous les talents. Le mobilier liturgique, dessiné par un célèbre designer, est en cours de création. Pour réaliser l'autel de la chapelle, Ronan Bouroulec travaille avec un tailleur de pierre. Afin de mettre en valeur ce granit appelé nuit celtique, la pierre est bouchardée. Le travail que fait Christophe, pour moi, réactive un objet qui était... Parce que pour moi, la pierre est vivante, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, c'est quand même un matériau vivant. Je trouve que ça, c'est très mortel pour moi. Ici, d'un seul coup, on voit des milliers de choses. J'ai l'impression d'être face à un paysage. Quand on était dans la carrière, on voyait ces éléments blancs ressortir qui s'appellent des dents de chevaux. Ici, j'ai l'impression d'une robe pommelée d'un cheval fantastique. Donc il y a une texture, une matière qui montre à quel point cet objet est chargé de puissance. Voilà. Mais son enthousiasme tourne court. À côté de l'autel, Ronan a imaginé une console en pierre coiffée de bougeoirs. La console est terminée, mais les trous des bougeoirs sont trop larges. Le projet est tellement simple ici que chaque millimètre, chaque rajout de matière, chaque détail a une importance sur cet objet. Pour trouver une solution, le designer compte sur un autre artisan d'excellence. Salut Mathieu. À Roscoff, il rejoint le forgeron qui fabrique les pièces en acier. Ce que propose Mathieu, c'est qu'on pourrait couler du plomb qui fera l'interstice entre ce cylindre et la pierre. Et je pense que ça sera très beau. Bon, ça me rassure. Je passe dans des moments d'euphorie, des moments de drame. C'est ça aussi la recherche, c'est ça le travail, c'est ça aussi la recherche et la passion, c'est-à-dire
On est tous à la recherche de la grâce, faire les choses de manière non pas parfaite, c'est pas le terme de perfection, mais c'est plutôt la beauté, quoi. Et donc la beauté, c'est un ensemble de détails qui font que les choses fonctionnent. C'est comme dans la cuisine, c'est qu'on peut avoir les meilleurs ingrédients du monde. Si on met trop de sel, à la fin, c'est raté. Dans son projet, Renan parie sur un alliage d'art contemporain et de savoir-faire traditionnel. Tous les bougeoirs en acier sont texturés par Mathieu. Le texturage, c'est le fait de marteler, de sortir de quelque chose qui sort d'usine comme ça, qui est lisse, qui est un peu triste, quoi, du coup, et de redonner un peu de vie et de mouvement à la barre et de la faire vibrer un peu aussi, du coup, quoi. On s'est posé la question à plusieurs reprises de savoir jusqu'à quel point ce martelage devait être visible, parce qu'on peut taper très fort et avoir une texture très puissante, on peut taper très délicatement, avoir une texture légère. La question est que ça soit visible sans que ce soit trop important, et que ça soit pas trop délicat pour que ça ne disparaisse pas, parce que comme ça va être zingué ensuite, il est important que le coup soit suffisamment puissant, parce que cette légère couche qui va recouvrir la pièce va avoir tendance un peu à amoindrir ce travail. Un autre détail a son importance. Renan doit définir les dimensions d'un élément capital, la croix qui jouxte l'autel. Mais là encore, ce qui semblait fonctionner sur le papier ne convient plus. Je la trouve un peu petit. Hein. À l'origine, je les avais prévues plus courtes, de 40 cm, 40, 40, 40. Et je trouve que ça faisait une croix un peu étriquée. Je pense qu'il faut un peu plus d'ampleur. Donc là, ça devient 45, 45. Maintenant, la hauteur, il faut la trouver. Je pense que c'est vraiment une histoire de millimètres pour trouver la justesse et la grâce dont on parlait. Voilà. Mais on n'y est pas encore. C'est très beau, mais c'est pas bon. Un mois plus tard, la chapelle Saint-Michel est sur le point d'être aménagée. Mais Renan se pose encore des questions. Un miroir précieux a été livré par un maître verrier et il ne trouve pas sa place. Hier, on a fixé le miroir dans une relation de géométrie très juste entre le socle, l'autel, les bougeoirs, cette croix, la position de ce cercle dans ce mur. Tout nous paraissait parfait. Le miroir est monté, d'un seul coup, tout ce que j'imaginais ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que pour qu'un miroir fonctionne, c'est une question d'angle de rayon. Et en fait, le miroir était trop haut. C'est comme quand on regarde un miroir d'en bas, il ne se passe pas grand-chose. C'est une pièce en verre réalisée à Venise, dans un atelier que je connais assez bien, dont la particularité est de couler le verre. C'est pas soufflé, c'est vraiment du verre en fusion qui, avec une louche immense, est versé sur une table en acier d'une forte épaisseur. Ensuite, c'est argenté, ce qui donne cet effet miroitant. Aucune machine de levage ne rentre dans l'édifice. Pour déplacer l'autel, qui pèse 1 tonne, le tailleur de pierre doit utiliser une méthode ancestrale, le roulage. Le granit, on l'appelle le nuit celtique, il est très sombre et vu d'ici, je le trouve très lumineux. On découvre plein de choses en fait entre les pièces qui sont à l'atelier et une fois qu'on les ramène in situ, ça c'est de belles surprises. C'est fou. Des fois, les dessins sont mieux que la réalité. Là, c'est l'inverse. Enfin, ce qui est intéressant, c'est à quel point toutes les textures, toutes les matières se répondent parfaitement. Quand tu t'approches, en fait, quand tu vois la lumière du vitrail sur le haut de l'autel, c'est presque la même texture que le miroir, c'est presque la même texture que le travail de Mathieu. Parce
que là, vraiment, toutes les subtilités seront très claires. J'ai parlé de la grâce et je pense qu'on a réussi notre coup, c'est-à-dire que je suis enfin même très content, ce qui m'arrive assez peu dans les projets. Je pense que là, on n'est pas loin de quelque chose de très vivant, je crois. Le symbole des Monts d'Arrée a retrouvé une âme. Ronan a gagné son pari. Entre les murs blanchis à la chaux et le sol en terre battue, son projet d'art contemporain s'intègre avec grâce à ce monument historique. Derrière cette colline des Monts d'Arrée, Morgane et Vincent poursuivent la tournée des enclos paroissiaux pour leur classement à l'UNESCO. Ils doivent sélectionner les 10 monuments les plus spectaculaires. Là, on est en direction de Sizun et on va pouvoir remonter après peut-être vers Saint-Égonnec. De toute façon, on est sur des lieux qui sont assez proches les uns des autres dans ce secteur-là, donc on aura peu de route entre chaque. En 10 chaque minutes, site. on passe d'un enclos à l'autre, ouais, c'est vrai. C'est une mission difficile, enfin, c'est vraiment un défi, parce qu'il va falloir choisir parmi 30 magnifiques enclos. Et ils sont tous beaux, ils méritent tous le détour et ils ont chacun une histoire singulière justement à raconter. Toute la difficulté, c'est de poser des critères et de définir lesquels sont plus importants, plus représentatifs de ce patrimoine mondial de l'humanité, donc de ce côté universel et singulier à la fois. Première étape, l'enclos paroissial de Saint-Égonnec, l'un des plus impressionnants de Bretagne. À partir du XVIe siècle, cette commune était la plus prospère de la région. Plusieurs générations de paroissiens ont agrandi l'édifice pour exprimer leur foi et rivaliser avec les autres villages. Les fidèles ont même fait construire un deuxième clocher pour surpasser les autres paroisses. Ce qu'il a de particulier, Saint-Égonnec, c'est vraiment cette foisonnance. C'est presque on parlait de justement cette émulation entre les paroisses, de guerre un peu de guerre de clochers. Mais justement, où on se regarde, on a envie de faire beau et d'aller vers le plus beau possible. Et il y a de la foisonnance de décors Renaissance vraiment partout. Donc c'est vraiment ce côté majestueux où on en prend plein les yeux. C'est ici qu'on le retrouve. L'opulence des paysans marchands de lin se manifeste surtout à l'intérieur. Elle est incroyable cette mise au tombeau. C'est spectaculaire, oui. Puis on voit que voilà, on a des savoir-faire locaux, puisque c'est Jacques l'Espagnol, sculpteur morlaisien, qui l'a réalisé. Fin 17e, tout début 18e. Et ces personnages, la grandeur nature, on a l'impression d'y être en fait, d'être devant ce Christ mort, de partager la peine des personnages. On voit des dorures, les ailes de l'ange, il y a des dorures un petit peu partout en fait, y compris le pagne du Christ aussi qui fait un rappel. Cette scène, c'est encore une preuve de la richesse de la paroisse et de l'argent qu'on met dans ce décor, cette architecture religieuse. Ça montre à quel point on était encore riche au tout début du 18e à Saint-Égonnec. On dépense de l'argent dans le but d'acheter un petit peu une vie après la mort, si vous voulez, le pardon, justement, en lien avec la foi et puis l'espérance d'une vie éternelle. Non, je crois que c'est bon, vraiment, cet enclos, il a tous les éléments qui peuvent lui permettre d'être sur la liste de candidature. Ouais. Ouais. Mais pour convaincre l'UNESCO, il faut aussi démontrer la valeur universelle de ce patrimoine local. Morgane et Vincent comptent sur cet enclos situé dans le village de Baudilis. Au-dessus du chœur de l'église, il possède un atout essentiel. Vincent a trouvé de précieux indices dans les retables. Donc on voit dans l'angle
gauche, en fait, donc trois personnages. Hein. On a la femme qui tient sans doute un panier de linge, un homme qui tient un plat, et en dessous, un homme âgé qui tient ses lunettes. Et il se trouve que ces 3 personnages sont directement issus d'un tableau de Rubens, où on va retrouver exactement le même personnage qui porte le plat, la femme avec son panier de linge et le vieil homme avec ses lunettes. Donc on peut supposer qu'il y a une gravure de cette peinture de Rubens en fait, qui a circulé et dont le sculpteur s'est inspiré. L'autre scène, de l'autre côté, qui est le repas de Pâques, qui lui vient également d'une autre gravure, également d'une gravure flamande. On va retrouver les mêmes personnages et à peu près de la même manière disposés autour de la table. La Bretagne est au cœur des échanges commerciaux, maritimes, et donc ces exemples, ces gravures arrivent jusqu'en Bretagne, dans le Finistère. C'est la mode d'avoir ce type de représentation, et donc bien voilà, on fait à la manière d'eux, parce qu'on est dans le courant de cette époque, dans ce qui se fait et dans ce qui circule, et donc les images entre guillemets à la mode sont reproduites ici. Grâce à ces découvertes, ils peuvent prouver la valeur universelle de ce patrimoine. Trois mois plus tard, Morgane et Vincent sont de retour à l'enclos de Pleyber-Christ. Le retable, qui était dégradé par une infiltration d'eau, a retrouvé toute sa splendeur. Ce chef-d'œuvre vient d'être reposé par les menuisiers. Salut Benoît. Ah, salut. Ça va comme tu veux? Ouais, ça va, ça se termine. Ouais, c'est beau. J'avais pas encore vu sans échafaudage, là, c'est... Ouais, sympa, c'est impressionnant. Ouais, l'ensemble est sympa. Impressionnant. En sculpture, c'est quand même très fort. Les chapiteaux en haut des colonnes, ils sont donc d'un seul tenant. On a l'impression que toutes les sculptures sont rapportées dessus, alors que ça fait partie de la même masse. Ils ont été creusés derrière. Enfin, c'est un travail de bravoure en sculpture, là. C'est fou. On se dit quand on regarde ça qu'on serait même plus capable de le faire. Mais c'est dingue. Le voilà. C'est magnifique. Incroyable, oui. On retrouve toutes les dorures qui n'existaient pas au moment de la restauration en atelier. En fait, c'est incroyable le travail qui a été fait. Ça brille. Ça brille. Et le visage de Lanchelot là, qui prend vie. Oui, c'est incroyable. Ils ont particulièrement bien réussi cette partie centrale qui était inexistante. Après le travail de recherche, là, quand on le sait pas, on se dit que ça a toujours été comme ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça me touche parce qu'on a cette impression de voir l'œuvre qui vient d'être achevée, en fait, comme à l'époque. Donc il y a on se sent un peu privilégié. Et puis ça fait toujours plaisir de voir des belles œuvres sur lesquelles il y a eu des heures de travail lors de la création. Avec ensuite des heures de travail, de restauration. On voit qu'il y a un soin qui est apporté, tout cet engagement humain autour d'œuvres qu'on va transmettre justement de génération en génération. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Le dossier de candidature des enclos paroissiaux est entre les mains du ministère de la Culture. Il faudra attendre une dizaine d'années avant que l'UNESCO se prononce sur le classement de ces trésors au patrimoine de l'humanité. La boucle du Trobrez touche à sa fin. Nous retrouvons les jeunes marcheurs pour leur dernière étape, la vallée du Léguerre, dans les Côtes-d'Armor. Ce petit fleuve côtier est la seule rivière sauvage de Bretagne. On longe la rivière tout le long de toute façon. Ouais. Là, sur bien quelques kilomètres. Là. Laetitia et Théophile, les jeunes citadins, poursuivent leur exploration. Ce qu'on vient chercher ici, c'est s'apaiser un petit peu, se décentrer de la ville et du bruit permanent. Et c'est exactement ce qu'on trouve ici. On est vraiment dans un milieu préservé.
Vous voyez, il n'y a personne autour de nous. On a vraiment beaucoup de chance d'être ici. On a l'impression d'être un peu seul au monde. Ici, les habitants se sont battus pour préserver la qualité de l'eau. Leurs efforts ont été récompensés. Ces dernières années, une espèce rare a colonisé les lieux. La loutre. Cet animal protégé a disparu de la plupart des régions de France, mais il en reste encore une vingtaine sur ces berges. Les marcheurs ont rendez-vous avec Samuel, un photographe animalier. Pour moi, la loutre, c'est un animal emblématique, complètement mystérieux. C'est tellement un animal rare à observer en fait que ça devient une quête. C'est un animal qui représente aussi le sauvage. C'est un peu comme cette rivière, c'est un peu un joyau. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est de réussir en fait à capter un instant magique en fait, où on rencontre le sauvage, où on a cet animal qui croise notre regard. Et ça, c'est vraiment fantastique, c'est incroyable. Mon meilleur moment dans ma vie de photographe animalier, la loutre, ce jour-là, elle s'alimentait sur les berges et elle avait repéré des amphibiens. Et donc, elle a fait un festival. Elle gardait une certaine distance avec moi. J'ai pu l'observer et remplir ma carte mémoire de photos. Et c'est un moment magique et qui est gravé à jamais dans mon esprit. Samuel tente aussi de filmer la loutre dans son milieu naturel. Sur les berges, il a caché une caméra et il doit relever son piège vidéo. On va essayer de trouver le passage et de retrouver le piège parce que c'est pas toujours simple. Quelquefois, je cherche un peu. Donc, normalement, il va être par là. Tiens, il est là. Ah oui, on le voit. Ouais, ouais. On va essayer de le relever en espérant qu'il y ait quelque chose. Ok. Vas-y, je te suis. Alors. Bah. Bingo! Ah, chouette! Du petit coup. Ouais, la loutre est passée. Magnifique! Ah ouais! Elle est bien passée, hein? C'est trop la classe, ça. C'est chouette. Super. Jackpot. Et là, elle est passée en journée en plus. Ouais. Chouette, hein? Super, ouais. C'est comme à Noël, en fait. C'est un cadeau de Noël. C'est un vrai plaisir, en fait, de la découvrir. En plus, on la dérange pas, en fait, grâce à ces boîtiers-là. C'est des moments quand même relativement rares. C'est pas partout en France, en fait, qu'on peut observer un animal sauvage comme celui-ci. Après une journée sur le chemin, Laetitia et Théophile rejoignent une maison d'hôtes qui accueille souvent des marcheurs du Trobrez. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va bien? Un peu fatigué, mais Un peu fatigué. Et ça a été la météo, la marche, le dénivelé? On est passé entre les gouttes. Voilà. Non, on a eu de la chance. Ça va, ça. Ouais. Pierre nous a dit que tu faisais de la cuisine bretonne, alors on est un petit peu curieux. Donc ça va être un plat surprise, un plat typiquement breton, plus du Nord Finistère, mais bon, qu'on sert ici aussi, et qui est vraiment délicieux. Bah, ça m'a l'air pas mal, hein. La surprise de Claudine, c'est une recette ancestrale, transmise de génération en génération. Là, je suis en train de mélanger, de touiller notre pot-au-feu du Nord Finistère, le kik à farce, hein, un plat assez roboratif. Donc fait avec des bons légumes locaux et de la viande aussi, et qui était surtout servi à l'origine lors de repas un petit peu conviviaux. Ce plat rural est à base de palettes, de jarrets de porc et parfois de bœuf. La viande était très chère à l'époque et en général il y avait plus de légumes que de viande. Et c'était accompagné de farce parce que donc, la farine c'est quand même quelque chose de moins dispendieux. Et donc, il faisait avec les deux farines, la farine noire et la farine blanche. Le farce est un mélange de farine de sarrasin, de crème et d'œufs. La pâte est versée dans des sacs de toile, puis les sacs sont plongés dans le bouillon du pot-au-feu. Après 4 heures de cuisson, le farce est émietté pour l'aérer.
Jeanne, tu pourrais me rajouter un petit peu de beurre, s'il te plaît? Bien sûr. Le lipic est une sauce à base de beurre salé et d'échalotes. Donc au beurre, je vais rajouter un petit peu de bouillon de notre quick à farce, de notre pot-au-feu breton. De loucher, madame la chef. Ça, c'est la sauce qui va aller avec le quick à farce tout à l'heure, qui va permettre de bien faire descendre le tout. Autrefois considéré comme le plat du pauvre, de nos jours, le quick à farce est réservé aux repas de fête. Et voilà, le quick à farce. Wow. La belle surprise de ce soir. Vous êtes venus avec votre appétit. On ne l'a pas oublié. Bon, on l'a super. pas oublié, mais ça a l'air copieux. Donc, vous voyez des jolis morceaux de viande et plein de légumes. Et comme ça a bien confit, bien cuit, ça va être... Je vais commencer petit, puis je me resservirai. Hein. Et la sauce, tu la mets dessus. Ce plat était essentiellement fait par et pour des gens, des agriculteurs, des pêcheurs, etc. Et donc, qui travaillaient dehors tout le temps. Les journées étaient longues et rudes. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'en Bretagne, on a l'habitude de faire des plats assez copieux et assez riches en beurre, en sucre, en farine, etc. Parce qu'il faut que ça tienne au corps. Ouais, le semoule avec la sauce. Ah, la sauce à Le l'échalote. Excellent. Ouais. Ah, c'est pas sec du tout. Hein. Non, pas du tout. C'est très très bon. Hein. Très très bon et beaucoup de saveurs. C'est très fondant. C'est vrai qu'après une grosse journée comme celle qu'on a eue aujourd'hui, c'est hyper revigorant et c'est... On va bien dormir par contre. Pour nous qui avons fait la découverte au hasard du chemin, ben voilà, encore une jolie découverte et un lieu où on pourra revenir en vacances. Et autre Claudine et Pierre participent eux aussi à la résurrection de ce chemin historique qui permet de redécouvrir la Bretagne et ses merveilles. C'est normal, on aime bien les gens. Ce chemin de pèlerinage attire de plus en plus de randonneurs. 22 000 marcheurs ont emprunté le Trobrez l'an passé. Avec leur association, Arnaud et Laurine contribuent à faire connaître ce chemin longtemps oublié. Ronan Bouroulec, le designer qui a redonné une âme à la chapelle des Monts d'Arrée, continue de réaliser des pièces uniques. Il prépare pour septembre prochain à Paris une exposition toujours en collaboration avec les meilleurs artisans d'art breton. Depuis fin décembre, les cloches de la cathédrale de Quimper sonnent à nouveau, l'aboutissement de 9 mois de travail. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Racines et des Ailes. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir.